Je vais vous parler des Sayanim ce soir. Sayanim, 5e colonne au service d'Israël. Bon, les Sayanim, c'est une invention extraordinaire parce que je vais d'abord les définir. Sayan au singulier, Sayanim au pluriel, c'est un mot hébreu qui veut dire celui qui aide. Donc, ce sont des Juifs qui vivent en dehors d'Israël, qui sont recrutés par le Mossad et qui donnent un coup de main au Mossad. Ils relèvent du Mossad. Le Mossad a un département qui s'appelle guerre de propagande. Et ces Sayanim sont à peu près 50 000 dans le monde, 3 à 4 000 en France, 3 000 à Londres, 10 à 15 000 aux États-Unis, spécialement regroupés à New York pour la finance et à Los Angeles pour les médias, la télévision, etc. Ils sont recrutés comment? C'est très facile. Il existe une franc-maçonnerie juive internationale, peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle le Bnei Brit, c'est-à-dire les enfants de l'Alliance, et qui regroupe 500 000 membres à travers le monde, réservés aux Juifs. Évidemment, cette franc-maçonnerie, ceux qui en font partie, ce sont des gens de très haut niveau, ne serait-ce que par les contributions financières qui sont très élevées, et qui vont pratiquement du cadre moyen supérieur à parlementaire, directeur de banque, etc. Enfin, vous pouvez imaginer la catégorie des 500 000 qui font partie de cette organisation. Donc, cette organisation est totalement dédiée à la défense d'Israël. Et quand le Mossad a besoin de quelqu'un, eh ben, il va au Bnei Brit, il consulte la liste et il lui demande « Est-ce que tu veux devenir Sayan ?» Et pour l'autre, c'est un honneur de le devenir. Donc, ils sont où ces Sayanim? C'est là où le point principal. Ces Sayanim sont et travaillent, ils mènent leur vie normalement. Ils continuent à vivre normalement en France, par exemple, et ils sont dans toutes les couches de la société. C'est-à-dire, ils sont sur France 2, TF1, ils sont dans la mairie de Lyon, ils sont dans l'armée, ils sont dans la banque. C'est-à-dire, ce sont des Juifs qui occupent des postes intéressants, importants, et qui rendent service. Par exemple, ils informent le Mossad, s'ils sont dans une banque, ils informent le Mossad des mouvements des banques, par exemple, des mouvements de fonds, qui touchent des personnes susceptibles de les intéresser, par exemple des Arabes, du Golfe, ou des terroristes, ou enfin, toutes sortes de monde. Ou bien, par exemple, ils sont dans... tiens, à Air France, par exemple. Tout à l'heure, nous a dit qu'il y avait une liste noire. J'ai tout de suite pensé, tiens, vous savez, le CRIF, il ne peut pas tout faire. Le CRIF, il est puissant, il est écouté, il est entendu, mais il ne peut pas intervenir partout. Ce sont les Sayanim qui interviennent. Les gens ne savent pas qu'il y a des Sayanim, en fait. C'est ça le truc, c'est que on a l'impression que ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire, on dit « Ah, Air France a établi une liste noire ». Mais attendez, mais un Français normal, pourquoi il ferait une liste noire? Il ne ferait pas une liste noire. Quelqu'un qui est un directeur à Air France, un Français, il ne l'aurait pas fait spontanément. Parce que ce n'est pas dans la culture d'un Français de le faire, d'un employé de le faire. Par contre, un Juif, un Sayan, qui travaille à Air France, il peut le faire. Et là, par exemple, je vais vous raconter 2 anecdotes. Il y a quelqu'un qui a écrit sur les Sayanim. C'est un livre que je vous recommande, enfin vous pouvez le trouver en bibliothèque, qui s'appelle Gordon Thomas, et qui a écrit l'histoire secrète du Mossad. Les Sayanim occupent une place très très importante. C'est ça la force du Mossad. Et non seulement, on dit par exemple, et Victor Ostrovsky, qui est un agent du Mossad et qui s'est réfugié à Londres. Victor Ostrovsky raconte l'anecdote suivante. La France et l'Irak avaient signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire en Irak. Et il y a eu quelques dizaines d'Irakiens, de scientifiques, qui étaient venus à Saclay pour se perfectionner. Le Mossad, qui était au courant, il avait envie d'avoir leur dossier. Pour un service secret normal, il se creuse les ménages, il se dit comment je vais obtenir ces dossiers. Est-ce que je vais faire par effraction? Est-ce que je vais essayer d'acheter quelqu'un? En tout cas, ça va lui prendre pas mal de temps. Le Mossad, c'est très facile pour lui. Il a un Sayan à Saclay.
Il appelle le Sayan, il lui dit « j'ai besoin des dossiers ». Il apporte les dossiers, il les photocopie, il remet les dossiers. Par exemple, il y a une université Paris 8 qui veut organiser un colloque sur la Palestine. Ben, tiens, comme par hasard, on a des Sayanim au conseil d'administration. Eh bien, les Sayanim font en sorte... On ne dit pas, le CRIF n'a pas besoin d'intervenir. Ce sont les Sayanim eux-mêmes qui prennent l'initiative de dire « Oula, c'est une opération politique, on n'a pas à le faire, etc. » Et c'est ça qui fait la force de ces Sayanim. Ça veut dire qu'ils ne négligent aucune structure de la société. Même chez les francs-maçons, ils existent. Bon, pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas, qui c'est qui me connaît sur Facebook, par exemple? Il n'y a pas beaucoup. J'ai remarqué que les Lyonnais se méfient beaucoup de Facebook, mais bon, mais ça, c'est une autre histoire. C'est dommage parce que c'est une source d'information très intéressante. Enfin bon. Prenons par exemple vous avez entendu tous parler évidemment de Gilad Shalit. Bon. Imaginons le travail des Sayanim. Vous savez, moi j'observe beaucoup les médias judéo-sionistes. Je les écoute tous les jours, je les suis. Ce qui me permet d'avoir cette vision. En plus, bon, je connais un peu Israël. Je suis allé souvent. Je parle un peu l'hébreu. Je connais plus ou moins l'état d'esprit. Et donc, j'ai raconté l'histoire de Saclay. Et donc, quand Gilad Shalit, un caporal d'une armée d'occupation, a été enlevé par le Hamas, du jour au lendemain, je peux vous dire, enfin, moi j'ai assisté à cette campagne, du jour au lendemain, c'est très simple. Son nom a été matraqué par tous les médias, ce qui fait qu'une semaine après, je pense que personne, même au fin fond de l'Ardèche, personne n'ignorait qu'il y avait un Gilad Shalit, un prisonnier, imaginez, un prisonnier israélien aux mains du Hamas. Bon. Et son père, qui est un petit fonctionnaire, vous savez, c'est comme s'il vivait à Mâcon, l'équivalent en Israël. Un patelin, c'est un petit fonctionnaire. En une semaine, il est devenu une personnalité internationale. C'est-à-dire, il a rencontré Sarkozy, Merkel, Obama, Bush, le secrétaire général de l'ONU, le pape. Mais attendez, imaginez, même un général français, on n'aurait pas fait la même chose pour lui. Un général américain, on n'aurait pas fait ça pour lui. Imaginez un instant un petit fonctionnaire israélien qui devient l'interlocuteur privilégié du gratin mondial. Voilà. Voilà la force des Sayanim. Ça veut dire ces Sayanim qui occupent les places importantes au ministère des Affaires étrangères, dans les ministères, au Parlement, etc. Ils travaillent, eux. Voilà. Ils font en sorte que le père de Gilad Shalit soit reçu. On ne sait pas, c'est pas le CRIF qui fait ça. C'est un travail en sous-main, c'est un travail clandestin, et c'est un travail qui se fait en douce. Voilà. Et la force de l'idéologie sioniste en France et dans les autres pays vient de là. Voilà. Par exemple, les Américains ont fait un film qui s'appelle Exodus en 1961. Je ne sais pas si vous l'avez vu, bon. Il est passé plusieurs fois à la télévision. Ben, vous savez, un film comme ça, juste un film, avec Paul Newman, un très bon film d'ailleurs, mais qui reprend, vous savez, comme on appelle le storytelling. Bon, c'est-à-dire comment on raconte une histoire. Bon, le storytelling sioniste, c'est-à-dire les Juifs qui, pleins d'idéal, sont arrivés dans une terre aride, sont dépeuplés, délaissés par ses habitants et qui sont retroussés les manches, qui ont travaillé 15 heures par jour, dans un esprit, ils ont tendu la main à leurs frères palestiniens qui l'ont rejeté, qui ont mordu la main qui les a nourris, etc. Enfin bon, c'est un film, enfin moi je trouve fabuleux du point de vue de la propagande. Mais c'est un film qui a formaté une génération entière d'Européens, d'Américains, pour Israël, pour le sionisme. Les gens se demandent, mais comment ça se fait que les Français, enfin, pas les jeunes maintenant ça commence à changer, mais ceux qui ont plus de 30, 40 ans,
comment ça se fait qu'ils adhèrent au sionisme? Comment ça se fait qu'ils... Vous savez, vous demandez à un Français, enfin un citoyen normal, qui a plus de 40 ans, vous lui dites Israël, et tout de suite, il va vous... Enfin, j'ai fait l'expérience. À moins qu'il ne soit vraiment formé, etc. Il dit, ah, c'est un petit pays qui lutte pour sa survie, pays socialiste, parce qu'il y avait une idéologie socialiste dans les années 40 et 50. Mais tout ça s'est perpétué. On a mis un temps fou à perpétuer toute cette idéologie-là. Et ce que je voulais dire à propos de Gilad Shalit, c'est que dans la semaine qui a suivi l'enlèvement, il y a eu les forces d'occupation sionistes ont enlevé 45 personnalités du Hamas. Des personnalités, c'est-à-dire des ministres, des députés, des conseillers municipaux, des pères de famille, qui n'avaient rien à voir. Ça veut dire, on ne les a pas, tout à l'heure, on a parlé de détention administrative. C'est ça la détention administrative, c'est-à-dire la police vient frapper à votre porte, elle vous détient, voilà. Elle émet un avis de détention administrative pour 6 mois. Sans procès, sans avocat, sans visite, sans rien. Voilà, on détient. Est-ce que vous avez entendu parler un seul nom de ces 45? Personne. Par contre, Gilad Shalit, on nous a bassinés. Et alors, on est allé aussi si loin. Au mois d'octobre l'année dernière, j'ai écouté France Info et je tombe par hasard. Mais il faut... Non, mais voilà, je vais vous dire une chose. Enfin, moi, je pars du principe, il faut connaître l'ennemi. Voilà. Donc, moi, j'essaie de connaître bien mon ennemi. Et il y a des Sayanim à France Info. Pourquoi? Parce qu'au mois d'octobre l'année dernière, France Info a dit, il y a un an, Gilad Shalit a été échangé. Notre correspondant en Israël, un reportage de notre correspondant en Israël sur Gilad Shalit un an après. Alors moi, je me dis, mais c'est pas possible. Ils vont pas poursuivre cette opération. Par contre, alors, de deux choses l'une, ou le journaliste qui a fait le reportage, il est nul en journalisme, ça veut dire qu'il ne savait pas qu'il y avait 45 personnalités politiques du Hamas qui ont été élevées, comme l'Allemagne faisait en France. L'occupation nazie, c'était ça. Quand il y avait un acte de résistance, l'armée d'occupation nazie arrêtait 30 personnes. S'il y a eu un assassinat, elle tuait les 30 personnes. C'était ça, voilà. Ben, on a enlevé un soldat, l'armée sioniste d'occupation enlève 45 personnalités, sans jugement, sans rien. Ben, le journaliste n'a pas jugé utile de faire une référence à ces 45. Je passe à un autre chapitre sur les Sayanim. Dieudonné. Entre parenthèses, Dieudonné a gagné son procès pour Perpignan. Hein, parce que la ville de Perpignan, vous pouvez applaudir. Le maire de Perpignan, bon, le maire de Perpignan voulait faire interdire le spectacle de Dieudonné. Bon, la justice a donné raison à Dieudonné, bon, comme d'autres villes. Ça prouve quand même qu'il y a un état de droit et qu'il faut se battre. Voilà. Bon, tout n'est pas parfait, mais on peut se battre. Pour ceux qui ont oublié la genèse de cette histoire de Dieudonné, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'était en 2002 ou 2003. Il avait fait un sketch qui était tout simplement antisioniste. Voilà. C'est-à-dire, il s'est moqué d'un colon. Voilà. D'un colon sioniste. Et il y avait de quoi s'offusquer et contester. Après tout, un colon, c'est un colon. Voilà. Là où il est, c'est un colon. Là, il a touché quelque chose de très, très important et de très sensible. Je veux dire, ça, c'est comme on dit, disons vulgairement, pas touche. Ça, il a touché vraiment au sacré. Toucher au sionisme, c'est sacré en France. Donc, ils ont rigolé ce soir-là, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte. Mais les Sayanim, c'était un vendredi soir ou un samedi soir. Mais les Sayanim, tout de suite, se sont mis à l'œuvre. Et c'est quoi? Le mercredi suivant, il devait faire un spectacle à Lyon. Il a été annulé. Qui l'a annulé? Ça veut dire tous les Sayanim qui sont aux manettes. Vous savez, ils sont très nombreux dans le monde du cinéma, dans le monde du spectacle. C'est pas la peine qu'ils dominent partout. Mais il suffit qu'il y ait quelques-uns
qui actionnent les leviers, les bons leviers, voilà, et qui disent j'annule le spectacle, quel que soit le prix à payer, c'est pas grave. Mais c'était une leçon, il fallait donner une leçon à Dieudonné et l'arrêter tout de suite pour dire le message suivant aux autres, attention, on peut rire de tout, sauf de ça. Le sionisme, il n'est pas question. Voilà. On n'a pas poursuivi Dieudonné en justice pour dire ce sketch est ceci ou cela et on va attendre le résultat du sketch, le résultat du jugement. Non. Tout de suite après, 3 jours après, et c'était en cascade. Ça veut dire que, vous savez, encore une fois, c'est pas le CRIF qui a fait ça. Le CRIF ne peut pas tout faire, mais ce sont les Sayanim. Voilà. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet en particulier, des Sayanim, et j'ai écrit un roman qui s'appelle Le printemps des Sayanim, j'en parlerai tout après. C'est parce que c'est un domaine absolument inconnu. Avant que j'en parle, personne n'a jamais parlé des Sayanim. Le mot même était inconnu, le mot était peut-être tabou, je ne sais pas. En tout cas, on ne l'a jamais utilisé. Alors, il y a une suite à l'affaire Dieudonné, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas véritablement... Enfin, dont les gens ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Et c'est là où je veux dire, comme observateur des médias, j'ai découvert un truc intéressant. L'UEJF, c'est-à-dire l'Union des étudiants juifs de France, et sa filiale SOS Racisme, vous savez bien que SOS Racisme a été créé par des sionistes, par des juifs sionistes. Bon, ça, si vous ne savez pas... Bon. Donc, et c'est le relais de l'UEJF. Enfin, vous savez que quand le président de l'UEJF démissionne, enfin, descend de sa présidence au bout de 2 ans, il devient ipso facto vice-président de SOS Racisme. Bon, et puis de toute façon, enfin, SOS Racisme n'a jamais critiqué l'occupation, ni la colonisation, enfin, etc. Et donc, les deux, main dans la main, ils ont créé ce qu'on appelle Rire contre le racisme. Peut-être que vous avez vu ça ça passe sur France 2, une fois par an, au mois d'octobre à peu près, je crois. Et c'est exactement la réponse. Moi, j'ai suivi, je sais, j'ai entendu l'interview du président de l'UEJF. C'était une réponse à Dieudonné. C'est-à-dire, nous, vous allez voir, nous, on va rire, mais sans parler de politique, d'occupation, toutes ces choses qui fâchent. Nous, on va rire contre le racisme, voilà. Donc, on va inviter des beurs qui connaissent la règle du jeu, par exemple, enfin bon, les collabeurs, comme on les appelle. Donc, ils viennent, on leur dit, voilà, on loue le Zénith. Évidemment, ils ont des moyens. Vous savez, ces gens-là, ils frappent à... comment dire, de la Noé, ils donnent 50 000 euros, enfin 100 000 euros, l'Europe 100 000 euros, etc. Donc c'est pas un problème. Donc ils louent le Zénith, ils vont voir les Sayanim de France 2, ils leur disent on veut passer en prime time. Mais évidemment, bien sûr, donc ils passent en prime time. Et donc les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière contre le racisme. C'est ça le problème. Les gens se disent ah tiens, il y a une émission gratuite où on va voir des rigolos qui vont nous faire rire contre le racisme. Et ils rigolent. Bon. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on rigole, mais sans... les gens qu'on invite, ils savent très bien qu'il y a des lignes rouges. Attention, hein? Sionisme, non. L'occupation, jamais. Donc, pas une... Ah, vous pouvez taper sur les blacks, etc. Bon, ça, les Arabes, etc. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais... Et ils connaissent les règles du jeu, elles sont tacites, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et on va faire, et voilà comment on poursuit comment dire, c'est presque une démobilisation des esprits concernant la question israélienne. Il y a d'autres... à un moment donné, vous avez entendu parler de la loi Guesso, Fabius Guesso. Entre parenthèses, j'ai participé à un documentaire qui s'appelle Même bas sur la mémoire.
par la boîte de production Clap 36 avec Béatrice Pignette. Voilà, je ne sais pas si... Je vous invite à aller sur Clap 36. Le documentaire est visible, enfin, sans problème. Donc, alors, c'est quoi la loi Guesso? C'est que la première intifada a donné des sueurs froides aux sionistes. C'est que pour la première fois, ils passaient pour des occupants. Parce que vous êtes, enfin la plupart de vous, vous êtes jeunes et vous n'avez pas connu la période de 1967-1980. C'était extraordinaire. Tout le monde disait, mais c'est pas une occupation, ça. Enfin, je veux dire, c'est quasiment des coopérants. Et c'est vrai que les Palestiniens des territoires étaient tellement tétanisés, avaient reçu un tel coup sur la tête, qu'ils étaient complètement, mais dans les vapes. Je me souviens de cette époque, comme j'ai de la famille en Israël, ils me racontaient, ils allaient faire le marché à Ramallah, ils allaient dans les restaurants au bord de mer à Gaza, etc. Et ça leur paraissait absolument naturel. Ils n'allaient même pas avec une mitraillette, enfin, ben, ils portaient peut-être une mitraillette, mais disons, ils allaient les mains dans les poches. C'était... Et les journalistes, évidemment, les journalistes qui étaient payés pour aussi, hein, c'est pas les journalistes du Monde, de Libération, n'existaient pas encore, mais enfin, il allait, et du Figaro, etc. Moi, je me souviens de cette époque où on disait, ah, c'est pas une occupation, c'est pas possible. Donc, dans l'esprit des gens, Israël était là, mais comme par hasard, voilà. Et les Sayanim ont fait en sorte. Et il ne faut jamais perdre de vue, voilà, qu'il y a des Sayanim sur France 2, TF1, iTélé, etc. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Ce n'est pas la peine qu'il y en ait beaucoup. Il suffit qu'il y ait 2, 3, 4, bien, là où il faut, pour donner l'impulsion, voilà. C'est-à-dire, voilà, un comité de rédaction, on dit, ah, on va parler, oui, c'est une occupation pas terrible, ah, tu nous fais un papier là-dessus. Oui, bien sûr, bon, voilà. Et puis on fait un papier, et puis les citoyens, ils voient, ils se disent, ah bon, ben, c'est vrai qu'Israël n'est pas un occupant comme l'Allemand. Enfin, je veux dire, la comparaison est ahurissante. Et puis arrive l'intifada. Et là, tout à coup, on voit, mais c'est pas possible. Les Israéliens commencent, il y a une vraie occupation, il y a une révolte, on brise les os. Enfin, je ne sais pas si des gens ont vu des vidéos, mais c'est insoutenable. Yitzhak Rabin, celui qui passait pour l'homme de paix, enfin, si vous me posez une question, après je vous répondrai là-dessus, qui passait pour un homme de paix, et Shimon Peres, qui était son ministre de la Défense, qui passe pour un homme de paix aussi, le monde marche sur la tête. Et donc, il a donné instruction aux soldats de briser les os au sens propre, hein, des jeunes. Et si vous voyez des vidéos, c'est insoutenable. Les gamins de 10 ans, on prenait des grosses pierres, on leur brisait l'épaule, on leur brisait les tibias. Enfin, c'est terrible. Et ça, c'est 3-4 ans. Et là, il y a eu un mouvement, enfin, c'était vraiment l'affolement, c'est-à-dire. Et à ce moment-là, il fallait rétablir, il y avait des campagnes. Et en 1990, on a saisi l'occasion de redonner une espèce de virginité politique à l'État d'Israël. Par la loi Fabius-Guesso, ça veut dire qui interdit toute remise en question de la Shoah. Pourquoi en 1990 ? Après tout, la Shoah, il avait déjà, enfin je sais pas, c'était fini depuis 1945. 35 ans après, on s'est dit, ah tiens, comment il y a des gens qui critiquent, d'ailleurs aujourd'hui c'est pas tant, hein, on essaye d'implanter dans la tête des gens que l'antisionisme, finalement, c'est de l'antisémitisme quand même. Voilà. Donc, et donc, à ce moment-là, on a établi cette loi qui fait que toute remise en question, toute discussion sur la Shoah, toute recherche historique sur la Shoah qui ne correspondrait pas à la doxa officielle, je veux dire la doctrine officielle, est punissable par la loi. Bon. Et là, il y a eu toute une, comment dire, oui, comme une industrie. Vous savez, Norman Finkelstein, je vous invite à le lire, qui parle de l'industrie de la Shoah, c'est extraordinaire. Donc, comment on va utiliser cette loi
pour aussi briser toute contestation et redonner une légitimité à Israël. Et là, je voudrais vous dire, vous connaissez Jacques Lanzmann. Enfin, vous avez entendu parler peut-être. Ben, j'espère. Même si, enfin, c'est peut-être pas en bien, mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, Jacques Lanzmann, et vous connaissez la revue Les Temps modernes. Les Temps modernes a été fondée en 1946 ou 1947 par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Bon. Qui était, comment dire, l'avant-garde de tout ce qui se faisait en termes de progressisme politique, idéologique, culturel. Les Temps modernes, c'était la Bible des progressistes, des révolutionnaires dans les années 60 et 70. Il se trouve que les Temps modernes, à la mort de Sartre et de Simone de Beauvoir, qui est devenu président? Jacques Lanzmann. Il a transformé les Temps modernes. Moi, j'ai lu, c'est incroyable. C'est devenu un torchon sioniste. Enfin, un torchon culturellement supérieur, mais un torchon sioniste. Donc voilà un Sayan qui fait bien son boulot. Il ne faut pas oublier quand même que les Temps modernes, il est lu peut-être par 5 à 10 000 personnes, d'un certain niveau, très élevé. Voilà comment un Sayan bien placé arrive à faire bien son boulot au service d'Israël. Ceci dit, Jacques Lanzmann a fait le film Shoah, dont le DVD est obligatoirement distribué aux collégiens. Voilà, il faut qu'ils se gavent de Shoah. Il faut que les collégiens comprennent que c'est terrible ce que les Israéliens ont vécu. Vous savez, ils ont souffert terriblement. Donc il faut avoir un peu pitié. Hein. Donc il faut emmener des imams à Auschwitz. Il faut construire. On a obligé la Pologne à dépenser 20 millions de dollars pour rénover. Est-ce que la Pologne a suffisamment d'argent? Mais c'est ça où, attention, les accords avec le FMI, etc. Et on construit des musées alors qu'on ramasse des milliards, alors que la moitié des rescapés en Israël vivent en dessous du seuil de pauvreté. La moitié des rescapés n'ont pas de quoi s'acheter des médicaments. Et ça, on le dit en Israël, ce n'est pas un secret. Mais cet argent qu'on récolte, ils le récoltent pour la propagande. Et Jacques Lanzmann, par exemple, son film, il a fait un nouveau film, un documentaire. Ben, si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, mais enfin, je suis là pour vous le dire. Il a fait un documentaire sur le dernier des injustes. Et évidemment, le Festival de Cannes, il l'a programmé, même si hors compétition. Mais Jacques Lanzmann, on ne peut pas lui refuser le Festival de Cannes. Enfin, je veux dire, voilà. Voilà le travail. Pourquoi? Parce que peut-être le président s'appelle Gilles Jacob, enfin, qui n'est pas de ma famille, mais c'est dommage. Vous connaissez la blague, il y avait un Rothschild qui est mort, et il y avait beaucoup de juifs qui allaient derrière le cercueil. Il y avait un qui pleurait, puis quelqu'un lui demande, mais pourquoi tu pleures? Il était de ta famille. Il dit, mais non, justement. Voilà, c'est pour ça qu'il pleurait. Bon, en tout cas. Et donc, son film, par contre, enfin, j'espère que vous avez entendu parler du film, mais vous n'avez pas Facebook, c'est terrible. Le film L'oligarchie et le sionisme. Mais créez une page Facebook, bon Dieu, moi j'ai 2 pages, j'ai énormément d'informations, de vidéos. Et puis, je comprends pas, vraiment, des jeunes branchés comme ça, moi, voilà, bon. Et donc, L'oligarchie et le sionisme est un documentaire qui a été fait par Béatrice Pignède, dans lequel je participe avec Alain Soral, Thierry Messang, Gilad Atzmon, etc., où on essaye de montrer, bon, chacun à sa manière, chacun apporte sa contribution, sur les liens entre l'oligarchie mondiale et le sionisme. Comment le sionisme est une idéologie qui sert l'oligarchie, etc. Bon, d'accord. Donc, ceux qui vont sur Facebook, ils ont entendu parler parce qu'on a diffusé l'information, etc. Voilà le travail des Sayanim. Voilà, encore une fois, il est concret, c'est pas de l'idéologie. Béatrice Pignède, qui est très connue, enfin, qui a un nom, elle a travaillé avec Daniel Schneiderman. Bon. Elle a fait des très bons documentaires. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller sur Clap 36. La plupart de ces documentaires sont visibles gratuitement. Et donc, le film devait sortir le 22 mai. Il était programmé. Il était programmé sur Allociné. Il était programmé sur Libération. Il était programmé sur Télérama. Il était programmé sur l'Express.
J'ai vu, voilà, le programme, etc. Et le 22 au matin, j'achète l'officiel des spectacles et il n'y est pas. Voilà. Ça veut dire que le film, on l'a interdit quasiment. Voilà. C'est-à-dire 2 ou 3 distributeurs. Vous savez, bon, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des juifs qui occupent des postes importants dans la distribution de cinéma. Bon, eh bien, ils ont fait en sorte que les films ne sortent pas. Voilà. C'est tout. On n'a pas... Vous n'avez pas entendu parler de Richard Prasquier qui est allé voir l'Élysée ou le ministre de la Culture. Pas du tout, on n'a pas besoin. On a juste besoin d'actionner les Sayanim qui sont dans les manettes de la distribution du cinéma et on leur dit ce film, voilà. Et le film ne sort pas, voilà. Et évidemment, bon, on va essayer de le projeter dans des salles, peut-être il sera projeté ici, enfin bon, il y aura une projection privée, enfin je ne sais pas. Mais voilà le travail, et il y a des gens qui se demandent, d'ailleurs, quand je fais des conférences, souvent on me dit, mais enfin c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se faire entendre comment ça se fait que le sionisme est si puissant? Ben voilà la raison. Enfin, je veux dire, une des principales explications, elle réside là. Voilà. Vous savez que Bernard-Henri Lévy, que j'appelle dans mon livre MST, dans le printemps des Sayanim, je suis très heureux d'avoir trouvé cette formulation. Ça veut dire Michel Samuel Taïeb. Donc, il a été... Bon, d'abord, il est président du directoire de surveillance d'Arte. Donc, je ne sais pas à quel titre, mais il est là. Depuis des années, il dirige, vous savez, les chaînes ont un comité de surveillance. C'est-à-dire qui disent est-ce que c'est moral de faire ceci, est-ce que c'est normal de faire cela, etc. Bon, voilà, une espèce de comité d'éthique. Et Bernard-Henri Lévy, il est président de la commission de... Enfin bon. Il a été président, je ne sais pas si vous savez, du Conseil national du cinéma pendant des années. C'est-à-dire, c'est lui qui donnait les bourses. Enfin, qui donnait, par exemple, quand on avait besoin d'un film, quand on veut faire un film, on a besoin d'avance sur recette. Sinon, il n'y a aucun film qui se fait sans avance sur recette. Il n'y a aucun. Mais vous savez, les producteurs, bon, lui, ça veut dire qu'il détenait le pouvoir de donner l'avance sur recette. Donc les producteurs étaient à ses pieds. Voilà le pouvoir. Voilà le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir clandestin, le pouvoir caché, le pouvoir d'influencer sans paraître. On n'a pas besoin de paraître. On est là, dans les coulisses, et on tire les ficelles. Moi, je me suis intéressé à quelques personnages qui sont pratiquement inconnus du grand public et qui font un travail extraordinaire qui sont probablement des Sayanim, mais qui font un travail extraordinaire pour le Mossad. Il y a un type qui s'appelle François Zimré. Bon, je suis sûr que personne n'a entendu parler, mais enfin bon. Ou alors c'est exceptionnel. Bon. Pour ceux qui liront le roman, il est dépeint sous les traits de François Simagré. Bon, voilà. Donc, ce monsieur était député du Parti socialiste au Parlement européen. Il se démenait pour Israël. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Chaque mois, il voulait emmener des députés à Tel Aviv pour leur montrer la réalité israélienne, que les médias déformaient, etc. Enfin, il était d'une activité telle que même le Parti socialiste, en 2007, il n'a pas voulu le représenter. Imaginez le Parti socialiste qui se dit « Non, celui-là, c'est trop quand même. » Le Parti socialiste, il ne l'a pas représenté. Mais ne vous en faites pas, Sarkozy l'a nommé ambassadeur de France pour les droits de l'homme. Voilà. Donc depuis 4 ans, il est ambassadeur de France. Imaginez le travail d'un type comme ça. Imaginez seulement le travail d'un type, le travail de sape, le travail de propagande qu'il fait en allant au Maroc, en Tunisie, etc., dans tous les pays, ambassadeur pour les droits de l'homme. Alors que c'est un agent du Mossad, c'est un Sayan. Voilà. C'est ça le travail des Sayanim. Bon, je ne sais pas si...
moi, bon, je pense que je vais terminer parce que moi, je préfère, j'aime bien le débat. Donc, je voudrais dire juste une chose, enfin deux choses pour terminer. Pourquoi j'ai intitulé la conférence « Les Sayanim, une 5e colonne au service d'Israël » Parce que, pour moi, les Sayanim sont des juifs français, enfin, pas tous les juifs, hein, les Sayanim, ceux qui acceptent de travailler pour le Mossad, les Français, les Anglais, les Américains, ils ont le cœur là-bas en Israël. Ils n'ont pas le cœur en France ni aux États-Unis. Ce sont, en cas de guerre, en cas de tension, ils choisiront plutôt Israël. Je sais comment ils fonctionnent. Et donc, c'est une 5e colonne. C'est-à-dire, une 5e colonne, ben, vous savez ce que c'est. Hein. Donc, voilà, ça veut dire que ce sont des agents étrangers qui travaillent pour leur pays d'origine. Voilà. Donc, il ne faut pas se leurrer. Bon. J'ai écrit Le Printemps des Sayanim pour des raisons... Vous savez, moi, avant, j'étais un romancier normal, entre guillemets. C'est-à-dire, j'écrivais sur l'amour, les femmes, enfin, etc. Moi. Mes romans étaient surtout sur la société marocaine. Voilà. Donc, j'en ai écrit 5. Bon. Et puis, un jour, je me suis dit, non, il faut... j'ai des idées, j'ai vu des choses, et il faut que je milite. Ma contribution au militantisme, palestinien et antisioniste, c'est de faire cet ouvrage sur les Sayanim. Parce que j'estime que c'est un sujet totalement inconnu. Et donc j'ai écrit Le Printemps des Sayanim avec mon expérience. Bon. Et tout ce que je raconte est vrai. Là, enfin, c'est-à-dire, tous les faits qui sont là ont existé. Ou alors sont très proches de la réalité. Je l'ai fait sous forme de roman. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de réunir des preuves sur quelqu'un. Par exemple, dire que BHL est un Sayan, bon, enfin, je veux dire, tout le monde le sait. Mais moi, je voulais le mettre en scène des personnages, pour montrer, par exemple, la soumission de SOS Racisme vis-à-vis de l'UEJF, par exemple, du nom des Juifs de France. Par exemple, comment, mais là, je n'ai pas le temps de développer, mais par exemple, comment des Sayanim francs-maçons, au sein du Grand Orient de France, ont créé une loge judéo-sioniste, en violation des statuts du Grand Orient. Voilà. Donc je l'ai fait sous forme de roman parce que je pense que le roman se lit mieux, se lit plus facilement. On rentre dans l'atmosphère, on rentre dans la vie des gens, dans la conception des gens. Et voilà, je vous remercie de votre attention et je veux bien répondre à toutes les... Sans aucune exclusive, je répondrai à toutes les questions que vous souhaitez.